Alors, dans la présente capsule, on va s'intéresser à la loi de la réfraction, qui va être à la base, évidemment, de notre compréhension des systèmes optiques formés avec des lentilles, donc le microscope et la lunette astronomique. Vos lunettes, les miennes, euh, voilà, on verra ça. Alors, qu'est-ce que la diffraction? La réfraction, pardon. La réfraction, c'est le phénomène par lequel un rayon de lumière incident à une interface en deux milieux différents va changer de direction. Or, on voit ici l'exemple d'un petit bâtonnet déposé dans un verre d'eau. Le bâtonnet semble être brisé à cet endroit et croyez-le ou non, le problème de la réfraction s'est posé très tôt aux philosophes parce que qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que c'est le bâton droit quand on le tire de l'eau ou c'est le bâton brisé quand il est dans l'eau? Jusqu'à quel point pouvons-nous nous fier à nos sens? Or, on va étudier la loi de la réfraction. Or, dans la loi de la réfraction, pardon, on a un rayon incident à une interface qu'on va appeler plus tard un dioptre, un endroit où il y a deux milieux différents, caractérisés par ce qu'on appellera des indices de réfraction différents. Je vais y venir tantôt. Le rayon incident I1 frappe le dioptre à l'interface et à cet endroit-là, on élève la normale locale et l'angle d'incidence est l'angle entre le rayon incident et la normale. Il y aura un rayon réfracté dans le second milieu. Il y aurait aussi une partie de réfléchi, pour le moment on ne s'en préoccupe pas, un rayon réfracté. L'angle de réfraction sera l'angle entre la normale et le rayon réfracté. Les lois de la réfraction sont que le rayon incident, la normale et le rayon réfracté sont tous les trois dans le même plan. Le rayon incident et la normale définissent un plan et le rayon réfracté est dans ce plan-là. La loi principale, c'est que le produit de l'indice de réfraction N1 par le sinus de l'angle de l'incidence θ1 est égal au produit des N2 sinus θ2. Qu'est-ce que l'indice de réfraction? L'indice de réfraction, c'est le rapport de la vitesse de la lumière dans le vide à la vitesse de la lumière, de la même lumière, dans cet autre matériau-là. En réalité, lorsque la lumière se déplace dans un matériau, on montre en électromagnétisme avancé que, en fait, la lumière est constamment ralentie par son interaction avec les atomes de ce milieu-là. Donc, la lumière ne va pas à la même vitesse dans un milieu que dans le vide. Différents indices de réfraction. Bon, pour l'air, l'indice de réfraction, c'est 1,00029. Or, on va considérer que pour l'air, l'indice de réfraction sera 1. Mais pour l'eau, par exemple, c'est 1,33. Pour différentes formes de plastique, c'est aux alentours de 1,4. Dans différents verres, ça peut être 1,5. Jusqu'à différents verres, on peut avoir, et en fonction de la longueur d'onde, on peut avoir des indices de réfraction très, très élevés. Donc, notre définition de l'indice de réfraction, ça va être la vitesse de la lumière divisée par la vitesse dans le vide et par définition, comme la lumière, comme C est la vitesse maximale, 2,997 fois 10 à la 8 mètres secondes, l'indice de réfraction sera toujours supérieur à 1. Quelques conclusions qu'on peut tirer de ceci, de la loi de la réfraction. Si on passe d'un milieu de faible indice à un milieu d'indice plus grand, N1 sin θ1 égale N2 sin θ2, comme le sinus θ2 sera égal à N1 sur N2 fois sinus θ1, par conséquent, θ2 va toujours être un angle plus petit que θ1. Or donc, si on passe d'un indice faible à un indice plus grand, le rayon réfracté va tendre à se rapprocher de la
normale. À l'inverse, si on passe d'un milieu d'indice élevé à un milieu d'indice faible, le rayon réfracté va tendre à s'éloigner de la normale, ce qui va nous mener à un phénomène un peu plus tard dans une autre capsule qui est la réflexion totale interne. Et évidemment, si les deux milieux ont le même indice, autrement dit, il n'y a pas de changement de milieu, le rayon continue sur sa lancée. Un premier cas d'application de ça, on va aller regarder l'exemple 5.3. L'idée est, qu'est-ce qui arrive si on prend une lamelle mince, on a un rayon qui se propage, mettons, dans l'air, et qui traverse la lamelle, et on va montrer des choses assez intéressantes. Que l'angle du rayon qui sort de la lamelle, c'est le dernier angle réfracté, est égal à l'angle d'incidence à premier. Et on va montrer aussi que le déplacement latéral, vous voyez ici le rayon, s'il avait continué sur sa lancée versus avoir été réfracté, il y a un déplacement latéral. On va montrer que si la lamelle est très faible, très mince, ben ce déplacement-là sera négligeable. Si l'angle, dernier angle est égal à l'angle d'incidence, donc ce rayon-là apparaît comme ayant traversé tout droit, et ça va être un de nos rayons principaux quand on va étudier les lentilles plus tard. Alors, je vais aller regarder avec vous la solution de cet exemple-là. Vous l'avez dans votre manuel, mais je l'ai regroupé ici. Or, on veut dans un premier temps prouver que θ4 est égal à θ1. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on regarde d'abord N1, N1 sinus θ4 va être donné par N2 sin θ3. Alors, on applique la réfraction ici, mais on n'a que sinus θ3. θ3 est égal à θ2 par alternée terme. Or, on avait que N1 sin θ1 était égal à N2 sin θ2. Par conséquent, vous lirez ceci, ça prouve que l'angle θ4 est égal à l'angle θ1. Il est arrivé ici une réfraction de l'indice 1 à 1,52 et ici arrive une réfraction entre 1,52 et 1. Donc, le dernier rayon sortant a le même angle que le rayon incident. Ensuite, on va aller calculer ce déplacement latéral-là. Si on regarde le petit d ici, divisé par s, c'est la longueur de ce rayon, ben c'est la définition du sinus de l'angle delta. Or, l'angle delta, à quoi est-il égal? Il est égal à l'angle θ1 qu'on avait à l'incidence, moins θ2. Donc, dans le cas, on l'aura calculé, il nous donnait θ1 égale 25. On aura calculé θ2 et on voit que delta est égal à 15 degrés. Maintenant, S, à quoi est-il donné? À quoi est-il égal? S, ben, si on regarde, L sur S, c'est le cosinus de l'angle θ2. Par conséquent, S est égal à S sur cosinus de θ2, cosinus de 25, et on calcule si L était égal à 5 mm, tel que donné dans l'exemple, ben, S est égal à 5,52 mm. On introduit ceci dans notre formule et on trouve que D est de 1,43 mm. Donc, le rayon sortant de la lamelle sortira avec le même angle et il aurait été déplacé de 1,43 mm par rapport à ce qu'il aurait été s'il avait continué tout droit. On va se servir de ça quand on va calculer les lentilles minces. On va avoir un de nos rayons, et j'y reviendrai, qui va correspondre à ceci. Il y aurait un autre exemple d'application que je voudrais traiter avec vous. C'est le problème 18 dans votre manuscrit à la page 182. Or, dans le problème 18,
On a un rayon lumineux qui est incident de façon normale à la face d'un prisme, et on demande quel est l'angle alpha formé par les rayons. Enfin, il y a une partie du rayon ici qui traverse, qui est réfractée, qui sort, et il y a une autre partie qui est réfléchie et qui va avoir une réfraction vers le bas. Donc, on demande la déviation totale alpha. On va aller regarder la solution que je vous en ai donnée. Et pourquoi je fais ça? C'est parce que pour une fois supplémentaire, je veux vous montrer que tout ceci peut se ramener à des calculs relativement simples. Bon, si vous regardez ici, ce qu'on veut chercher à voir, c'est l'angle entre le rayon réfracté à la deuxième surface et une partie du rayon qui est réfléchi et réfracté ici encore. On veut cet angle total-là. Or, par construction, on pourrait dire, si je prends la surface ici du prisme et que je la ramène à cet endroit ici, j'ai l'angle psi entre le rayon réfracté final et la face du prisme que je dois trouver. J'ai le 30 degrés ici d'ouverture du prisme et j'aurai l'angle de réfraction θ4. Je dois donc calculer θ4 et psi pour trouver la réponse à la question. Or, psi, qu'est-ce que c'est? Psi, ça va être le 90 degrés de la normale, moins θ2, qui est l'angle de réfraction qu'aurait eu ce rayon-là. Alors, on va, pour trouver θ2, on va appliquer la loi de la réfraction. Pour θ4, ce qu'on devra faire, c'est n fois, on va appliquer la réfraction à cet angle ici, à cet endroit ici, ça va être n fois le sinus θ3 égale 1 fois le sinus θ4. 1, pourquoi? Parce qu'on est dans l'air. Alors, pour trouver θ2, on fait l'angle d'incidence ici qui est θ1, on fait n sinus θ1 égale 1 sinus θ2. θ1, à quoi est-il égal? Ben, si vous regardez ici, on a que θ1 est égal à 90 degrés, qui est la normale ici, moins cet angle-ci. Cet angle-ci, ben, il est 60 degrés. Pourquoi? Parce qu'on a 180 degrés d'un triangle, on a 90 ici, plus 30, 120, donc il restait 60 degrés ici. Et si on prend θ1, c'est le complémentaire de 60 degrés, donc θ1 est égal à 30 degrés. On trouve que θ2, c'est l'angle dont le sinus est égal à n fois le sinus de 30 degrés. On nous donnait n 1,468 à la table des indices de réfraction que vous trouverez en page 157 de votre manuscrit. On vient donc de trouver que θ2 est égal à 47,22. Par conséquent, psi, qui est égal à 90 moins θ2, est égal à 42,78. Encore là, on a appliqué des choses simples. Définition de l'angle complémentaire, la somme des angles d'un triangle est 180 degrés et notre loi de la réfraction. Pour θ4, ben, on va appliquer la loi de la réfraction à cette surface-ci, donc n sinus θ3 égale 1 sinus θ4. θ3, à quoi est-il égal? Ben, vous avez un triangle rectangle ici, qui est le prolongement de cette normale, du rayon incident et du rayon incident à la surface 30 degrés et du rayon incident ici. Alors, vous avez 90 degrés ici, vous avez 60 degrés là. Alors, ce qui reste pour θ3, c'est 30 degrés. Bon, on applique notre loi de la réfraction et on va trouver que θ4 est égal à 47,22 et on va trouver que l'angle alpha au complet, θ4 plus 30 plus psi, donne 120 degrés, qui est la réponse à cette question. On va revenir au diapo. La loi de la réfraction, elle aussi, peut être expliquée par le principe de
Fermat. Or, on demande un rayon qui est incident d'un point A et qui doit se rendre au point B et il doit nécessairement traverser la surface. Le principe de Fermat dit là aussi que la lumière va suivre le parcours qui minimise la durée. On va aller regarder la solution que je vous en ai donnée dans le même document Word que tout à l'heure. Ben, on a ici donc la même situation. On passe d'un point A à un point B. Le principe de Fermat dit que le rayon peut toucher l'interface n'importe où pour ensuite traverser et se rendre en B. Et il y a une vitesse dans le rayon, dans l'interface, dans le premier milieu, avec un indice de réfraction N1, et une autre vitesse avec un indice de réfraction N2. Et on va trouver à quel endroit le rayon doit toucher X, laquelle distance X on doit toucher la surface pour que le temps soit minimisé. Alors, on fait la même chose. Un trajet dont la longueur va être la racine carrée de A carré plus X carré. Un autre trajet dont la longueur va être la racine carrée de B carré plus L moins X au carré. C'est donc une fonction de X, ce temps-là, et on applique que la somme des trajets divisée par la vitesse dans chacun des milieux, V1 ou V2. On dérive cette fonction, on met le résultat égal à 0, et on voit encore là que c'est X sur A carré, c'est X, pardon, on va aller voir ça, X sur l'hypoténuse, c'est le sinus de θ1, et L moins X sur l'hypoténuse, c'est le sinus de θ2. Et là, comme on a des vitesses différentes dans chacun des milieux, on retrouve la loi de la réfraction. Je vous rappelle l'expérience observée par un mathématicien à la plage. Imaginez qu'ici, on a du sable et de l'eau. Il était à ce point-ci, il lançait un bâton à l'eau, et le chien, au lieu de courir directement selon cette direction-là, courait une certaine distance sur le sable avant de pénétrer dans l'eau. Le chien semblait connaître sa vitesse dans le sable versus la vitesse dans l'eau, et il appliquait la loi de la réfraction. Donc, le principe de Fermat, le trajet qui va minimiser la durée du parcours. Si on revient au principe de Fermat avec la théorie quantique, encore là, on voit pour Feynman, avec la théorie quantique, dit qu'en réalité, la lumière suit tous les parcours. Mais chacun des parcours s'additionne comme un vecteur, et les parcours les plus extrêmes se montrent comme des vecteurs qui s'enroulent sur eux-mêmes et qui annulent mutuellement leurs effets. Les parcours les plus extrêmes étant passés par ici et là et là, mais le parcours qui qui additionnent leurs résultats, sont en effet ceux qui retrouvent le principe de Fermat et la loi de la réfraction. On va revenir sur ces toutes choses-là dans le tout dernier module, quand on va montrer que ce soit pour de la lumière ou pour des particules, on décrit leur comportement comme une somme, comme une fonction d'onde qui contient les probabilités de tous les trajets possibles, et on a plusieurs probabilités qui s'annulent entre elles, et il reste des choses comme la loi de la réflexion, la loi de la réfraction et la loi de la diffraction. Or, à la prochaine capsule, on va plutôt commencer, on va regarder un cas particulier de la réfraction, qui est la réflexion totale interne.